3 années d'avance surgissent là où des décennies d'immobilisme semblaient irréversibles, comme si deux chiffres incompatibles se heurtaient, devenant soudain. Le contraste déroute. Un pays parmi les plus pauvres du monde accélère pendant que d'autres, mieux dotés en ressources et en conseils extérieurs, continuent de s'enliser sans résultat tangible. Que signifie pour vous un tel basculement mesurable lorsqu'il est porté par Ibrahim Traoré et lorsque les signaux récents suggèrent qu'une trajectoire longtemps figée peut être reprogrammée en un temps très court? Un horizon serré s'ouvre, assez dense pour transformer un point de départ fragile en dynamique nationale observable. Ce récit n'avance pas une promesse héroïque ni une success story figée, mais une lecture méthodique des mécanismes réellement enclenchés et des risques qu'ils comportent. En top. L'intérêt pour le lecteur est clair. Comprendre comment une dynamique de souveraineté peut produire des effets visibles dans la vie quotidienne, au-delà des discours et des symboles. L'enjeu est cependant immédiat et fragile. Si un seul chantier vital, nourrir, éclairer, soigner, loger ou financer, seront, la fenêtre historique ouverte par l'accélération initiale peut se refermer brutalement. A l'inverse, si les leviers restent alignés et mesurables, la trajectoire impulsée sous Ibrahim Traoré pourrait dépasser le cadre d'une transition politique classique pour devenir un modèle opératoire observé ailleurs. La question centrale n'est donc pas celle de l'intention, mais celle de la cohérence. Comment maintenir la cadence sans saturation institutionnelle, tout en répondant aux attentes d'une population qui veut constater que ses efforts produisent enfin un impact durable? C'est cette tension entre promesses tangibles et risques systémiques qui structure toute l'analyse à venir. En 3 années seulement, 10 projets nationaux ont émergé comme une architecture cohérente plutôt qu'un alignement d'initiatives dispersées. Ce chiffre, rarement observé dans la région, constitue le premier indice du basculement mesurable associé à Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce changement, il faut revenir à la situation antérieure. Pendant des décennies, les secteurs vitaux du pays fonctionnaient en silos fragiles. L'agriculture restait vulnérable aux importations et aux pertes post-récolte. L'énergie demeurait irrégulière, empêchant écoles, ateliers et dispensaires de fonctionner au-delà du strict minimum. Les infrastructures de santé dépendaient largement de bailleurs extérieurs, tandis que le logement et la finance suivaient des circuits peu connectés à l'économie réelle. Chaque rupture d'approvisionnement suffisait à désorganiser des milliards de foyers et à ralentir des régions entières. Le mini révélateur intervient lorsque cette fragmentation cesse d'être traitée comme une fatalité. La transition ne repose pas sur un hasard politique, mais sur une mécanique volontaire. Relier les chantiers au lieu de les empiler. Nourrir, éclairer, soigner, loger et financer deviennent des priorités simultanées, pensées comme une chaîne interne capable d'absorber les chocs extérieurs. Cette logique rompt avec les approches précédentes, souvent séquentielles et dépendantes de flux exogènes. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement la vitesse, mais la lisibilité du processus. Les premiers bilans publics rendent visibles les enchaînements. Une infrastructure agricole appelle une route. La route exige une énergie fiable. L'énergie stabilise l'hôpital et l'école, tandis que l'eau sécurisée renforce l'ensemble. Chaque maillon répond à une faiblesse identifiée et cherche à transformer un point de rupture en point d'appui. Ainsi se referme la question ouverte au départ. Le basculement ne provient pas d'un secteur isolé, mais d'une cohérence rendue mesurable. C'est cette cohérence, plus que l'annonce politique, qui marque la rupture observée aujourd'hui sous Ibrahim Traoré. Pour saisir comment une dynamique abstraite prend corps, il faut suivre ceux qui en manifestent les premiers effets les concrets. Les infrastructures, longtemps perçues comme des promesses lointaines, deviennent lisibles à travers des trajectoires individuelles qui servent de point d'ancrage aux changements engagés sous Ibrahim Traoré. Ces parcours ne prouvent pas une réussite globale, mais ils révèlent comment un usage fonctionnel peut modifier la perception collective. Le premier repère est celui de Mariam, ouvrière à la Red Gold Factory. Pendant des années, ses récoltes de tomates finissaient souvent invendues ou perdues, faute de débouchés stables. Désormais, chaque lot transformé s'inscrit dans un circuit prévisible. Son revenu s'est régularisé, son travail a gagné en reconnaissance et son horizon professionnel n'est plus défini par l'incertitude des importations. La chaîne productive lui apparaît comme un système lisible où l'effort individuel trouve immédiatement sa place. Un second repère émerge dans un village récemment électrifié. Un instituteur raconte que les cours du soir, longtemps abandonnés faute de lumière fiable, ont repris quelques semaines après l'installation solaire.
Les élèves arrivent plus tôt, restent plus longtemps et associent que l'apprentissage à une ressource qu'ils considèrent comme durable. L'impact dépasse la technique. Il modifie le rapport au temps et à la continuité. À travers ces cas, un même mécanisme se dessine. Lorsqu'un outil fonctionne, il transforme l'usage. Lorsqu'il transforme l'usage, il renforce la confiance. Cette confiance devient le premier effet mesurable de la transition. Tout part d'un choc brutal, presque banal dans sa formulation, mais violent dans ses effets. Des récoltes locales pourrissent sur place, tandis que les mêmes produits reviennent transformés depuis l'étranger, plus chers et hors de portée pour une partie de la population. Cette contradiction, longtemps tolérée, devient un signal politique. Elle cristallise une indignation diffuse et ouvre un espace d'action que Ibrahim Traoré choisit d'exploiter sans détour. La méthode est simple dans son principe: transformer la colère en séquence opératoire. Le premier déclencheur visible est industriel. La Red Gold Factory n'est pas présentée comme un symbole, mais comme une réponse directe à une perte mesurable. Des milliers de tonnes de tomates disparaissaient chaque année sans valeur ajoutée. Un investissement ciblé permet de bâtir une unité de transformation, de structurer des coopératives et d'imposer un calendrier logistique lisible. Des emplois directs apparaissent, d'autres se stabilisent en périphérie, et le marché intérieur cesse de s'effondrer sous la pression des importations. La récolte, autrefois aléatoire, devient une ressource monétisable. La montée en puissance se poursuit avec les infrastructures de transport. La liaison entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire absorbe un investissement massif et progresse par section. Chaque kilomètre réduit les coûts logistiques, chaque tronçon raccourcit les délais et limite les pertes. Les produits arrivent plus frais, les coopératives élargissent leur rayon d'action et la valeur cesse de s'échapper au premier obstacle. La route ne crée pas la production, mais elle conditionne sa survie économique. Vient ensuite l'énergie, qui change la cadence sociale. Un programme d'électrification connecte de nombreux villages et offre une continuité auparavant inexistante. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées, les écoles rouvrent leurs cours du soir et les ateliers prolongent leurs activités. La nuit change de fonction. Elle devient productive, sûre et prévisible. Ce basculement temporel modifie les usages bien au-delà du secteur énergétique. L'eau constitue le quatrième maillon. Un barrage renforce la capacité de stockage et stabilise l'irrigation. Les cultures vivrières gagnent en régularité, la distribution devient plus prévisible et la santé publique bénéficie d'une continuité accrue. Dans un environnement sahélien exposé aux variations climatiques, cette sécurisation transforme une contrainte structurelle en levier de résilience. La séquence s'achève avec la finance. Une banque nationale étend son réseau, diffuse des microcrédits et rapatrie des dépôts longtemps logés à l'extérieur. Les fonds irriguent les coopératives, soutiennent les petites entreprises et réduisent la fuite du capital. La finance cesse d'être abstraite. Elle devient un outil interne reliant production, transformation et usage. Lorsque ces maillons s'alignent, la mécanique change d'échelle. Produire appelle transformer. Transformer appelle transporter. Transporter appelle éclairer. Éclairer appelle soigner. Et financer relie l'ensemble. C'est à ce moment précis que la dynamique initiée sous Ibrahim Traoré dépasse l'événement pour devenir un système en mouvement. Le changement de trajectoire ne repose pas uniquement sur des récits ou des impressions locales. Il se lit aussi dans une série d'indicateurs qui permettent de comparer une situation de départ à une situation transformée. Le premier concerne l'électricité, socle silencieux de nombreux usages. Avant 2020, en 2022, moins de 15% des localités disposaient d'un accès permanent, ce qui maintenait écoles, ateliers et structures de santé dans une dépendance improvisée. En 3 ans, ce taux dépasse désormais 48%. Cette progression rapide signifie qu'une part significative du territoire bénéficie d'une continuité énergétique mesurable. L'effet n'est pas abstrait. Les heures d'études s'allongent, les ateliers fonctionnent en soirée et les soins médicaux cessent d'être interrompus par des coupures imprévisibles. Le second indicateur clé concerne l'eau, ressource critique dans un espace sahélien soumis à de fortes variations climatiques. Le renforcement des capacités hydriques permet de stocker plus de 40 millions de mètres cubes, créant une marge de sécurité même en période de sécheresse. Environ 600 000 personnes accèdent ainsi à une distribution plus régulière, tandis que l'irrigation de centaines d'hectares réduit la volatilité des rendements agricoles. Cette stabilisation hydrique agit comme un amortisseur. Elle limite les crises sanitaires,
soutient la production vivrière et introduit une prévisibilité rare dans un environnement longtemps dominé par l'incertitude saisonnière. Le troisième indicateur touche à la finance, domaine souvent invisible mais décisif pour l'autonomie interne. Jusqu'en 2022, près de 80% des dépôts nationaux étaient placés à l'étranger, échappant presque totalement au circuit productif local. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce à l'expansion d'un réseau bancaire national qui opère plusieurs dizaines d'agences et diffuse des milliers de microcrédits. Cette réorientation réduit la fuite des capitaux et alimente directement les coopératives agricoles, les petites entreprises rurales et les circuits de transformation. La finance cesse alors d'être un tuyau orienté vers l'extérieur. Elle devient un moteur interne. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler sectoriels. Pris ensemble, ils dessinent une même logique de basculement. L'électricité élargit le temps productif, l'eau sécurise les rendements, et la finance internalisée irrigue les initiatives locales. Chaque progression renforce la suivante, créant une chaîne cohérente qui amortit les chocs extérieurs. Ce n'est pas une accumulation de résultats isolés, mais une articulation mesurable entre infrastructure, usage et comportement. C'est à ce niveau que la rupture associée à Ibrahim Traoré devient lisible. Les données ne prouvent pas une réussite définitive, mais elles attestent d'un déplacement structurel. La dépendance chronique cède progressivement la place à une autonomie fonctionnelle, soutenue par des indicateurs que les bilans publics rendent désormais comparables dans le temps. Deux objections majeures structurent les critiques adressées à la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé, pauvre en ressources stratégiques et longtemps dépendant de l'aide extérieure, ne peut réduire durablement son exposition aux réseaux financiers et logistiques internationaux. Selon cet argument, l'aide et les importations auraient constitué pendant des décennies la colonne vertébrale de la stabilité. S'en éloigner risquerait donc de fragiliser la croissance, voire de provoquer une contraction économique à moyen terme. La prudence semble rationnelle. Comment soutenir seul un effort de transformation quand les infrastructures ont longtemps été sous-financées? La seconde objection pointe un risque interne. Une accélération trop rapide pourrait déséquilibrer les territoires, créer des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement ou accentuer les écarts entre zones modernisées et régions restées à l'écart. La simultanéité des chantiers, énergie, eau, agriculture, finance, ferait peser une charge excessive sur les capacités administratives locales. Dans ce scénario, la dynamique censée renforcer la cohésion pourrait au contraire produire des tensions et une fragmentation accrue. Ces deux thèses paraissent solides tant qu'elles restent théoriques. Elles se fissurent lorsqu'on les confronte aux données observées depuis le début de la transition associée à Ibrahim Traoré. La réduction marquée de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction économique visible. Les recettes agricoles ont progressé grâce à la stabilisation de la production locale et à la capacité de transformation interne, tandis que les importations alimentaires perdent progressivement leur rôle structurant. La dépendance n'a pas été remplacée par un vide, mais par des flux internes plus réguliers. Concernant le risque de déséquilibre territorial, les effets observés suggèrent une dynamique inverse. Les routes fluidifient les échanges, l'accès à l'eau stabilise les foyers et l'énergie permet une continuité des services publics. Les infrastructures locales remplacent des mécanismes importés et réduisent les vulnérabilités plutôt qu'elles ne les déplacent. Ces effets tangibles ne dissipent pas tous les risques, mais ils montrent que les objections initiales ne suffisent plus à invalider la trajectoire engagée. Ce qui apparaissait d'abord comme une succession de décisions volontaristes se transforme progressivement en un fonctionnement interne capable de se maintenir sans impulsion constante. Les équipes formées sur les premiers chantiers étendent désormais les réseaux d'eau et d'énergie sans attendre d'instructions centrales. Les techniciens locaux assurent la maintenance, corrigent les dysfonctionnements et adaptent les dispositifs aux besoins immédiats du terrain. Le projet cesse d'être exceptionnel, il devient routinier. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré se modifie subtilement. Il n'est plus seulement l'initiateur d'un mouvement fragile, mais l'arbitre d'un système qui a trouvé son propre rythme. Dans les villages électrifiés, les cours du soir reprennent sans directive formelle. Dans les coopératives agricoles, l'usage du microcrédit devient un réflexe plutôt qu'une mesure ponctuelle.
Les services publics gagnent en continuité parce que les acteurs de terrain s'approprient les outils mis à leur disposition. Ce moment constitue le véritable pivot du modèle. La souveraineté cesse d'être un objectif politique affiché et se transforme en réflexe institutionnel. Le changement ne se lit plus seulement dans les bilans. Il s'observe dans la répétition des gestes, dans la fluidité des interventions et dans la capacité locale à absorber l'imprévu. Les conséquences du basculement observé ne se limitent plus aux indicateurs globaux. Elles se lisent désormais dans quatre sphères distinctes qui permettent d'évaluer jusqu'où la dynamique peut s'étendre sans se diluer. Cette répartition rend visible ce que produit concrètement une souveraineté construite par cohérence, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dont la méthode vise à transformer chaque infrastructure en usage répété plutôt qu'en symbole isolé. Dans la sphère des ménages, le premier effet est une redistribution du temps. Dans les villages électrifiés, les familles disposent désormais de plusieurs heures actives chaque soir. Les enfants étudient sous une lumière stable, ce qui améliore leur régularité scolaire. Les femmes prolongent leurs activités artisanales, générant des revenus modestes mais continus. La baisse de l'usage du kérosène réduit les dépenses et les risques sanitaires, tandis que la prévisibilité du quotidien permet une planification domestique longtemps absente. Le gain essentiel n'est pas seulement économique, il est temporel. À l'échelle nationale, les institutions constatent un effet de continuité inédit. Les infrastructures routières fluidifient la circulation des biens transformés et réduisent les délais critiques pour les marchés urbains. Les hôpitaux maintiennent des soins sans interruption énergétique et les écoles fonctionnent à double horaire grâce à l'électricité renouvelable. La finance internalisée renforce la capacité administrative en limitant la dépendance immédiate aux bailleurs extérieurs. Cette continuité, rare auparavant, devient un attribut mesurable de l'action publique. Dans la sphère productive, agriculteurs et coopératives bénéficient directement de la chaîne intégrée produire, transformer, financer. Les unités de transformation locale stabilisent les prix en période de surplus, empêchant l'effondrement des revenus. Les microcrédits facilitent l'acquisition de matériel et l'organisation des flux, tandis que l'irrigation sécurisée réduit les pertes saisonnières. Voilà. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle devient un contrat lisible entre efforts productifs et résultats économiques. Enfin, à l'échelle régionale, les effets dépassent les frontières. Des pays voisins observent la logique intégrée comme un modèle potentiellement reproductible. Les échanges se réorientent progressivement vers des corridors horizontaux, réduisant la dépendance aux circuits portuaires traditionnels. Cette attention régionale confère à la trajectoire portée par Ibrahim Traoré une portée diplomatique implicite. La méthode attire parce qu'elle repose sur des usages observables et non sur des déclarations. Ces quatre sphères dessinent une même ligne directrice. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce chaque niveau du territoire, du foyer à la région. C'est cette cohérence transversale qui constitue le véritable payoff du modèle. Les mois à venir ne se prêtent pas à une prévision stricte. Ils exigent plutôt un cadre de lecture permettant d'anticiper la manière dont le système réagira à différentes pressions. Trois trajectoires se dessinent, non comme des promesses, mais comme des configurations conditionnelles fondées sur les données observées depuis le basculement associé à Ibrahim Traoré. Dans un scénario de base, celui de la consolidation maîtrisée, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les projets existants poursuivent leur montée en régime, soutenus par une discipline administrative régulière. L'énergie stabilisée permet aux écoles et aux ateliers de maintenir leurs horaires étendus, tandis que l'eau sécurisée absorbe les variations saisonnières. La finance internalisée continue d'irriguer les coopératives et les petites entreprises. Dans ce cadre, la croissance reste modérée mais stable, portée par la production locale et par la continuité des usages. Le système avance par inertie positive tant que les maillons demeurent connectés. Un scénario plus optimiste repose sur une extension régionale progressive. Les pays voisins, attentifs aux effets observés, approfondissent leurs échanges et testent à leur tour des dispositifs inspirés de la logique intégrée. Les corridors commerciaux gagnent en densité, réduisant la dépendance aux circuits extérieurs classiques. L'investissement local s'intensifie, soutenu par une confiance accrue dans la stabilité du cadre interne. Dans cette configuration, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré acquiert une dimension diplomatique.
La souveraineté devient une méthode adaptable plutôt qu'un modèle imposé. Le scénario de pression extérieure constitue l'hypothèse la plus contraignante. Un resserrement des marchés, une inflation accrue ou des tensions régionales ralentissent les échanges et réduisent les marges institutionnelles. La croissance se contracte, mais les infrastructures amortissent une partie du choc. Les écoles restent ouvertes, les dispensaires maintiennent leurs services et les filières productives protègent l'essentiel de leurs activités. Ce scénario n'est pas expansif, mais il n'implique pas un effondrement. La résilience opératoire limite la rupture. Ces trois trajectoires ne disent pas ce qui arrivera. Elles indiquent ce que chaque configuration permettrait de maintenir, d'ajuster ou de corriger. La clé analytique réside moins dans la prédiction que dans la capacité à lire les signaux faibles et à préserver la cohérence du système. La transformation engagée ne se mesure pas uniquement à l'échelle des infrastructures ou des indicateurs macroéconomiques. Elle se lie aussi dans la manière dont les individus réévaluent leur place et leur utilité au sein du pays. Trois cercles d'expérience permettent de saisir cette recomposition silencieuse, chacun révélant un aspect différent du lien entre effort, résultat et stabilité collective sous la trajectoire associée à Ibrahim Traoré. Au niveau individuel, un même constat revient dans les témoignages d'enseignants, de techniciens et d'agriculteurs. Les gestes quotidiens produisent enfin un effet tangible. Une classe éclairée, un atelier qui fonctionne le soir ou une récolte transformée localement deviennent des preuves concrètes que l'action ne se dissout plus dans un système fragmenté. Cette efficacité perçue renforce l'estime de soi et rétablit un sentiment de maîtrise longtemps absent. L'effort retrouve une valeur immédiate. À l'échelle des communautés, la stabilisation des services essentiels modifie les priorités locales. L'énergie et l'eau plus fiables permettent aux villages de planifier au-delà de l'urgence. Les cours du soir se multiplient, les projets agricoles gagnent en ampleur et les actions collectives d'entretien deviennent plus régulières. La souveraineté cesse alors d'être un discours national lointain. Elle devient un cadre opérationnel partagé dans lequel les initiatives locales peuvent s'inscrire sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur. Un troisième cercle concerne la diaspora. Sans nécessairement revenir s'installer, de nombreux citoyens établis à l'étranger ajustent leur posture. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent des micro-projets et envoient du matériel ciblé. Ce mouvement traduit moins un enthousiasme ponctuel qu'un regain de confiance envers un pays perçu comme plus cohérent et capable de maintenir ses acquis. À travers ces trois cercles, un même fil apparaît. Lorsque les résultats deviennent visibles et répétés, le lien entre citoyens et institutions se resserre. C'est ce lien, plus que toute annonce politique, qui conditionne la durabilité de la transformation. La méthode observée ne repose pas sur une promesse abstraite, mais sur une séquence d'actions lisibles qui permet de maintenir l'élan sans disperser les efforts. Cette feuille de route n'annonce pas un modèle universel. Elle décrit les conditions pratiques qui rendent dans la trajectoire associée à Ibrahim Traoré soutenable dans le temps. La première étape consiste à identifier strictement les besoins vitaux. Énergie, eau, santé, éducation et finances sont traités comme des priorités non négociables. Chaque chantier doit répondre à un besoin précis avec un objectif mesurable et un délai clair. La règle implicite est assez simple. Multiplier les projets fragilise le système, concentrer les efforts le renforce. La deuxième étape repose sur la formation locale. Techniciens, artisans et opérateurs sont formés sur place afin de réduire la dépendance extérieure. Un dispositif est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance étrangère. Cette autonomie technique conditionne la continuité des services en période de tension. Vient ensuite la mise en relation des chantiers. L'énergie soutient la production. L'eau sécurise la santé. La finance irrigue les coopératives. Un projet isolé stagne. Une chaîne intégrée multiplie ses effets. L'indicateur clé n'est pas l'inauguration, mais la continuité d'usage observable dans les villages. La quatrième étape concerne la mesure et la correction. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils révèlent les blocages, orientent les arbitrages et maintiennent la confiance collective. La cohérence ne se décrète pas, elle se corrige. Enfin, l'extension se fait par l'exemple. La trajectoire n'est pas imposée, elle est montrée. Les partenaires observent, testent, adaptent. Le succès se mesure au nombre de coopérations nées de cette lisibilité. Cette séquence synthétise l'essentiel.
des usages avant les symboles, des résultats avant les discours. C'est ainsi que la dynamique portée par Ibrahim Traoré cherche à durer. Le soir, Mariam quitte l'usine avec sur les mains l'odeur métallique des machines. Dans les rues du village, la lumière stable dessine des silhouettes calmes, rappelant que l'obscurité n'était autrefois qu'une contrainte acceptée. Les enfants lisent sous cette clarté nouvelle, les familles prolongent les échanges, et le temps semble s'étirer sans urgence. Rien n'a basculé d'un coup, tout s'est déplacé par une accumulation de gestes répétés. Ces scènes modestes résument mieux que n'importe quel tableau de chiffres ce qui est en jeu. Une récolte autrefois perdue trouve un débouché. Une classe rouvre le soir. Un atelier tient jusqu'à la nuit. Chaque détail compose d'un langage commun, celui d'un pays qui réapprend à fonctionner par cohérence plutôt que par attente. C'est dans cette continuité que la méthode associée à Ibrahim Traoré prend son sens. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à aligner les usages jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Le motif de départ revient alors comme une preuve tangible. La dignité ne naît pas d'une proclamation, mais du moment où l'effort individuel trouve sa place dans un système qui répond. Parfois, ce sont précisément ces détails silencieux qui déplacent durablement la trajectoire d'une nation. Dans la lumière posée sur les murs des villages, quelque chose de discret mais décisif apparaît. Une société qui apprend à construire sans attendre une validation extérieure permanente. Les routes, les ateliers et les écoles cessent d'être de simples infrastructures pour devenir des espaces d'ajustement continu, où chacun peut améliorer, corriger et transmettre. La cohérence n'est plus une idée lointaine. Elle devient une pratique partagée qui relie les efforts individuels aux structures collectives. Cette trajectoire ne repose ni sur l'euphorie ni sur la résignation. Elle s'appuie sur des usages répétés, sur une confiance progressive et sur la capacité à maintenir ce qui fonctionne déjà. Là où les théories s'épuisent, l'usage persiste. Là où les promesses se dispersent, la continuité crée de la stabilité. C'est dans cet espace intermédiaire que la méthode associée à Ibrahim Traoré invite à réfléchir. Avant de refermer ce récit, une question demeure ouverte. Elle ne concerne pas uniquement un pays ou un dirigeant, mais une manière plus large d'observer le changement. Lorsque les résultats deviennent visibles et mesurables, quelle place chacun peut-il prendre pour soutenir, discuter ou adapter ce qui se construit? Cette interrogation, volontairement simple, prolonge le dialogue au-delà du récit lui-même.